la vulgarisation de tous les savoirs. Donc, on vise à diffuser plus clairement le patrimoine culturel. On pense que l'individu correctement instruit il va rester libre et pleinement responsable de ses actes puis dans la croyance de ses choix. Puis les notions de libre arbitre, de tolérance, d'indépendance, d'ouverture et de curiosité sont indissociables de l'humanisme. Pour ce qui est de la rationalité, on pense que pour arriver au développement des qualités essentielles de l'être humain, les humanistes ont recours à la rationalité. Donc la raison, c'est l'ensemble des principes directeurs de la connaissance ou de l'action. C'est également le principe de création et de mise en ordre de ces principes. Puis l'humanisme, ça implique un engagement vers la recherche de la vérité, puis de la moralité, par l'intermédiaire des moyens humains, en particulier des sciences, en solidarité avec l'humanité. Pour terminer, l'optimisme, c'est un état d'esprit qui perçoit le monde et l'univers de manière positive. Dans le fond, les fondements ont été faits par Socrate, Platon, Aristote. Puis, on va parler plus en profondeur là, de ces grands philosophes-là, surtout Gabriel là, qui va nous parler de ça, dans les prochaines émissions. Puis les optimistes ont tendance à voir le bon côté des choses, c'est-à-dire est-ce qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ils ont tendance aussi à considérer que les événements, même s'ils sont fâcheux, ils vont prendre même quoi qu'il arrive, une tournure positive, dans la mesure où on trouve toujours une solution au problème. L'optimisme est un sentiment positif en tant que moteur de l'initiative. Dans le fond, si on n'est pas optimiste, on ne part pas grand-chose. Puis Leibniz, on va parler beaucoup de Leibniz. En fond, notre émission, c'est un peu un hommage à Leibniz. C'est lui qui a fondé un système philosophique basé sur l'optimisme en 1710. Puis, dans le fond, il voulait expliquer l'existence du mal sur Terre. Dans le fond, je vais y aller encore brièvement. Là, sa philosophie, c'était basé sur l'harmonie préétablie. Il part des principes de perfection puis de bonté divine. Dans le fond, la perfection, c'est que rien est aussi parfait que Dieu, selon Leibniz. Puis le monde, c'est pour ça que le monde n'est pas parfait. Mais il reste infiniment perfectible. Puis la bonté divine, c'est que vu que Dieu est bon, il a forcément créé le meilleur des mondes possibles. Avec le mot possible, ça souligne bien le fait que les optimistes ne croient pas à la perfection du monde. Alors c'est ça, en gros, les bases de notre émission. On va passer maintenant à un sujet d'actualité. On va parler tout d'abord, avant qu'on parle du principe d'ignorance, parce que Gabriel va nous parler du principe d'ignorance dans sa chronique. Oui, la théorie de la connaissance. C'est ça. Mais on va parler de la Charte des valeurs québécoises là, qui est à l'actualité cette semaine. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait se lancer? Moi, personnellement, je trouve que c'est une perte de temps. C'est tout, puis on dirait une diversion politique plus que d'autres choses. Je ne sais pas qu'est-ce que vous autres vous en pensez. Moi, je dirais que c'est un petit peu une erreur disons, une exagération ou, dans le fond, une négation de certaines lois libérales. J'appellerais ça un projet de loi tentaculaire et à portée totalitaire, pas totalitaire au sens orwellien, mais totalitaire où l'État, tout d'un coup, va être obligé d'engager des milliers de fonctionnaires pour aller voir ce que le monde porte comme vêtements. Donc, on l'a bien vu, hein, on nous a sorti la petite charte, puis là, il va y avoir telle croix, s'il y a plus grosse que telle affaire. Il y a une grosseur qu'il ne faut pas qu'elle dépasse. C'est une petite lune islamique dans l'oreille, mais que de des grosses oreilles, ça passe mieux, t'sais. Et ça va être très, très arbitraire. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir dire « OK, tel signe religieux est ostentatoire. » Donc moi, je pourrais arriver à être New Age, avoir mon éléphant spaghetti dans le cou. Mais moi, ça va passer parce que c'est pas une religion qui est dans le guide pour les nouveaux fonctionnaires de la police, des vêtements, du gouvernement. C'est un bon point. D'ailleurs, moi, je trouve que le gouvernement du Parti québécois n'a pas été assez loin. C'est-à-dire qu'il aurait dû enlever tous les signes religieux, de A à Z, qu'on ne peut pas garder... Non, mais si on veut la neutralité de l'État, il faut accepter que sortir la religion. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on change le drapeau. Moi, quand... Ouais, c'est un argument parce que oui, il y a une croix, puis oui, il y a un historique chrétien, sauf que un drapeau... Je vois pas vraiment le symbole de la chrétienté dans le drapeau. Moi, quand je regarde le drapeau du Québec, je pense au Québec. Point.
Par contre, quand je vois des signes religieux ostentatoires ou quand je me fais répondre par un membre d'une communauté religieuse, quelle qu'elle soit, des fois, j'avoue que je peux être un peu intimidé. OK, mais le drapeau qu'on a, il n'est pas républicain. C'est un drapeau c'est vraiment religieux. Mais je pense que ça, c'est vraiment poussé dans les détails. Tant qu'à aller C'est faire l'avocat du diable. Juste. Mais... Tant qu'à aller jusqu'au bout, on devrait comme éliminer tout symbole, même qu'il ne soit pas religieux. Là. Au risque qu'il soit religieux, on l'enlève. Non, je dirais pas que là, on parlait de religion mais dans ce débat-là. Mais moi, ce que je pense, c'est que si l'État veut être neutre, ben il faut qu'il soit vraiment pas... on peut porter des petits boucles, on va avoir un crucifix à l'Assemblée nationale. Ouais, ben justement, dans ce débat-là, il y a eu un gros débordement au fait que les gens oublient c'est quoi que ça veut dire la laïcité à la base, qui est une invention de John Locke, l'inventeur du libéralisme, aussi qu'on pourrait voir les travaux de Rousseau, comment ça s'est développé à la Commune de Paris. Mais l'idée, c'est que la laïcité, ça veut tout simplement dire la distinction de deux entités. L'entité de l'État et l'entité de la religion. Donc, c'est déjà une définition a priori de c'est quoi la religion. Parce que la véritable définition classique de la religion, et c'est ce qui relie les gens dans une métaphysique commune. Donc là, déjà, de voir un projet laïque, c'est quoi un projet laïque? C'est un projet de pensée rationnelle universelle, ce qui a toujours été la base de l'islam et du christianisme. Donc, c'est les deux grands courants religieux qui ont une portée vers l'universalisme. Et la laïcité est totalement un projet chrétien, en fait. C'est pour ça que c'est très chrétien d'être laïque. C'est paradoxal, mais c'est directement dans la portée d'une culture qui était... c'est la continuité d'une portée culturelle qui nous vient directement du christianisme. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on va séparer l'État de la religion. Il ne faut pas oublier que ça veut dire une certaine distinction d'un clergé, donc même pas d'une religion, plutôt d'une institution religieuse qui aura un pouvoir. C'est pour ça que je dis que la distinction entre, oui, on veut les séparer, donc ça veut dire qu'il y a une sphère qui est séparée, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il va falloir tout séparer, parce que tous les groupes, un parti politique aurait le droit d'être un parti chrétien ou un parti musulman, puis se présenter aux élections comme tel. Oui, effectivement, mais on veut un appareil d'État qui nous défend contre des tentatives de prise de pouvoir par des partis politiques qui prôneraient une vision religieuse. Si un parti au Québec un jour arrive avec, je sais pas moi, les Mormons, il arrive avec un programme entièrement basé sur les Mormons, pour donner un exemple un peu bizarre, mais pour viser personne, il n'y a pas encore assez de Mormons, je pense, au Québec, mais écoute, je suis même pas sûr. Mais il arrive avec un programme basé sur le livre de Joseph Smith, puis il gagnerait. Ouais, j'avoue J'aimerais bien avoir un État qui soit capable d'être neutre, puis capable d'être fonctionnel, puis de ne pas se faire diriger par les disciples de Joseph Smith. Ouais. Donc, mais, c'est pour ça que je suis pour la neutralité. Mais en même temps, y a-tu vraiment une menace? Tu sais, oui, à Montréal, les gens vont constater qu'il y a de plus en plus des accommodements religieux sur, disons, les islamistes ou les juifs et tout ça. Sauf qu'en même temps, est-ce que c'est vraiment l'enjeu numéro 1 sur la séparation? On ne devrait pas plutôt penser de séparer le corporationnisme de l'État, le corporatisme de l'État, de séparer, d'avoir une union entre la finance et l'État? Est-ce que c'est justement la laïcité financière qui est le problème de notre société plus? Ouais, c'est peut-être plus prioritaire. C'est ça, il y a des débats, à mon avis, qui sont plus prioritaires. Puis parfois, j'ai l'impression que le PQ fait ça pour essayer de gagner des votes identitaires. Parce que toujours, on le voit en France, les groupes de laïcité combattante sont souvent des groupes d'extrême droite qui veulent foutre les musulmans en dehors de leurs frontières, tout simplement. Fait que, on voit qu'il y a cette pulsion-là, puis que la vieille droite réactionnaire, elle a son pied dans la laïcité, dans le projet de laïcité, parce qu'elle sait bien que c'est l'affirmation d'une certaine vision chrétienne d'exclusivité. Puis elle serait prête à ce que l'État interdise justement que la culture musulmane ait de l'influence dans la culture québécoise. Moi, c'est ça. Je vais juste passer un point à la fin. C'est que mon gros problème aussi, c'est qu'en étant timide, le PQ, en jouant sur deux plans, parce que d'une certaine façon, il a joué sur deux plans. Pourquoi qu'on garde les signes de la chrétienté? Mais c'est plutôt parce qu'en région, il n'y a pas tant d'autres religions encore au Québec qui restent à part les chrétiens. Donc, les PQ, ils veulent garder leur vote des régions, puis en même temps, ils veulent essayer de changer les choses. Sauf que ce que ça donne, c'est un genre de programme flou où on n'a pas de ligne définie. C'est quand tu transgresses la ligne. C'est quand ta bague est trop grosse. C'est quoi trop gros? Il n'y a pas aucun... C'est ben trop arbitraire. Tu sais, justement, quelqu'un qui a des grosses oreilles, tu as des rayures de même, ta croix paraît plus, il va falloir que tu l'enlèves. Mais tu sais, déjà, il va falloir qu'il engage 40 000 fonctionnaires pour assurer la laïcité des vêtements. 40 000, je ne sais pas si on a un chiffre. C'est les chiffres qui ont été... La seule affaire que je vois qui est problématique,
c'est surtout le fait que comment ils vont faire pour appliquer ces lois-là. Ils vont pas amener des policiers qui vont être... Oui, c'est ça qu'ils vont faire. Oh, il va y avoir une police on de s'entend que la police... la laïcité. Ben oui, ça va être mis debout d'ici 5 ans. Ok. Ça fait déjà partie du projet. Oui, il faut des fonctionnaires pour Mais gérer la ça. police en a déjà plein les bras. Ah non, on pas la s'entend. vraie police, évidemment. Comme la police anti-tabac. Un peu. Ben, tu vois, là, c'est un bon exemple. On voit bien que ça fonctionne pas. Les gens, ils fument à côté des endroits publics, etc. Donc, ça va être très difficile à appliquer comme loi. Il va falloir regarder comment ils vont s'y prendre. On va leur donner Déjà, leur il y a chance, plein de mais questions quand en même, suspens. Hein. ouais, on peut Qu'est-ce qu'on laisser fait avec ça. les gens qui se sont tatoués une croix ou un symbole musulman dans le cou? Et c'est sûr qu'ils perdent leur job? Tu sais, si moi j'ai l'étoile juive sur la joue, Effectivement, Parce que c'est qu'est-ce qui arrive avec les tatous? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Puis il y a beaucoup de plein de... pourquoi les il y a religions beaucoup de détails. païennes ne sont pas inclus là-dedans? Ben, je sais. Il y a aussi Si moi je suis des trop rituels, sataniste puis j'inverse ma croix, j'ai-tu le droit? En tout cas, Il y a aussi des rituels. Tu sais, si on fait un signe de croix avec les mains, est-ce que ça compte? Ou si la personne se prosterne? Tu sais, il y a toutes sortes de rituels. Les francs-maçons qui se donnent des poignées de main spéciales. Il y a toutes sortes d'affaires. C'est sûr que c'est un sujet qui est très présent, puis que la majorité des gens aimeraient que ça soit coupé au couteau. Mais c'est sûr que c'est comme un peu impossible que ça se produise. Premièrement, quand tu regardes le système juridique, quand il va appliquer cette loi-là, moi, c'est ça qui me fait le plus peur personnellement, là, parce que si tu te promènes avec une petite boucle d'oreille, puis qu'il est trop petite, mais il est présente pareil. Fait que c'est ça, je pense que vous voulez continuer avec... Oui, merci Christian. Merci tout le monde pour vos commentaires sur l'actualité. On va maintenant poursuivre avec Gabriel qui va nous parler du principe d'ignorance, qui est la base, dans le fond, de la sagesse. Bon, premièrement, justement, vu que moi je vais être comme l'espèce de chroniqueur officiel de la philosophie puis de la métaphysique à l'émission, même si je vais parler d'autres sujets parce qu'en métaphysique, c'est bien intéressant, mais on fait vite le tour des grands sujets importants. Bon, dans le fond, la métaphysique, c'est quoi? C'est une branche de la philosophie. La philosophie s'occupe des questions sur la nature, parce qu'on va regrouper les questions de science, de l'âme humaine, des questions de l'âme humaine, des questions de l'éthique, des questions de la politique, et évidemment de la question de la connaissance, qui est la première grande question métaphysique. Bon, la philosophie est vue comme, historiquement, avec les travaux de Socrate, comme étant l'opposition rationnelle face au sophisme. Le sophisme, c'était une sorte d'école avant où tu pouvais être enseigné, avoir l'art de l'oration, l'art de t'exprimer. On appelait l'art d'avoir raison. C'est-à-dire d'être capable de prendre un point, d'avoir les bons arguments, la bonne prestance, de parler à l'éthos, à ce que la foule ressent, être capable de lever les foules d'une opinion à l'autre sans distinction et sans recherche de la vérité, d'une vérité qui serait au-delà du discours de la personne. Juste pour spécifier l'éthos, c'est quoi précisément? En fait, on aurait le logos pour le discours, un discours disons, qui va respecter certaines normes de logique. La rationalité. Ensuite, on aurait l'éthos qui va être la culture dans laquelle la personne baigne. Puis tu as le pathos qui est l'émotion même. Donc, de fournir une passion, qui sont les bases de l'art oratoire, qui sont évidemment extrêmement importants pour tout philosophe aussi, parce que c'est évidemment à la base de la communication. OK, merci. Mais la philosophie, c'est pas un outil de communication à la base. La philosophie, c'est vraiment une démarche de la raison. Donc, c'est pas l'art d'argumenter ni l'art d'avoir raison. On pourrait dire que c'est plus apprendre à penser par soi-même. Ça serait déjà une définition plus moderne. Il y a aussi les postmodernes qu'on va appeler, parce que la philosophie, juste pour faire une petite parenthèse, on pourrait la structurer en plusieurs grandes vagues qui ont eu leur influence. On a les présocratiques, qui va être la philosophie conceptuelle primaire. Ensuite, qui va être tout aussi les sophistes. Ensuite, on va avoir la philosophie dite classique, qui va être de Platon, évidemment le grand titre, Platon, Aristote. Ensuite, on va avoir la philosophie médiévale. D'autres, on va sauter ça pas mal, même si on va quand même beaucoup parler de Thomas d'Aquin, parce que c'est un philosophe incontournable en philosophie rationnelle, et sur la métaphysique. Et ensuite, on va parler évidemment de l'époque la plus incroyable de la philosophie, qui est la Renaissance. Donc, l'époque de Descartes, de Leibniz, de Spinoza. Et
l'autre grande partie qui est la philosophie postmoderne, la philosophie contemporaine qui a commencé avec le structuralisme. Donc là, on va plus vous parler de la nouvelle philosophie de Schopenhauer et de Deleuze beaucoup. Deleuze, justement, c'est lui qui a redéfini c'est quoi la philosophie, en disant que la philosophie, en fait, c'est l'art de créer des concepts. Donc, un philosophe est tout simplement une sorte d'artiste. Et tout ça est arrivé en même temps que la philosophie a comme quitté le monde de la science, parce qu'à la Renaissance, il faut bien comprendre que la philosophie et la science, c'était la même chose. On ne pouvait pas être savant sans être philosophe, ou philosophe sans être savant, ou mathématicien au minimum. Mais aujourd'hui, c'est toujours le contraire. On a une chaire maintenant où on va faire sciences humaines, philosophie, art, puis on a l'autre où on va faire vraiment de la science, puis on va juste apprendre la logique, donc la philosophie analytique seulement, et les mathématiques. Tandis qu'à cette époque-là, la philosophie, c'était vraiment vu comme une sorte de grande métabranche de toutes les branches de la connaissance. Ensuite, est-ce que la philosophie, c'est l'art de créer des concepts? Tout de suite là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord du tout, parce qu'en fait, des concepts, c'est quelque chose qui se découvre. Hein, les concepts existent déjà, c'est juste une définition. En fait, créer un concept, ça n'existe pas, c'est plutôt de passer d'un état confus à un état de précision, à un état d'identifier la chose. Bon. Donc, pour la philosophie, c'est pas juste non plus de débattre ou de structurer, de dire son idée ou son opinion qu'on a pensé par soi-même. C'est de connaître aussi les grandes gammes, c'est-à-dire qu'est-ce qui structure la pensée humaine. Parce que si on ne connaît pas les philosophes classiques, disons quelqu'un qui se dirait comme un artiste, moi je ne veux pas apprendre Platon, je ne veux pas lire Aristote, je ne veux pas lire Socrate, les grands classiques de la philosophie grecque, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas qu'ils m'influencent. Je veux rester quelqu'un d'original. Et si la personne fait ça, ben, elle oublie qu'elle risque juste de tomber dans la pensée banale. C'est-à-dire qu'elle va avoir un pattern de pensée qui va être influencé par les autres sans s'en rendre compte, parce qu'il ne sera pas au courant de sa propre ignorance. Donc, la philosophie, c'est en même temps des grandes gammes, un système de pensée, une logique rationnelle qui nous pousse à nous distancer de la pensée banale. Et en un mot, la philosophie, c'est aussi la recherche de la vérité. Donc, c'est l'idée qu'il y a une vérité à trouver, pas nécessairement une vérité finale, mais dans un discours contradictoire, il y a toujours un qui est vrai, un qui est faux. Donc, il y aurait une vérité qui va au-delà de la subjectivité. Donc, on parle d'une vérité objective. La philosophie, quand on regarde l'épistémologie du mot, ça veut dire l'amour de la sagesse. Mais quand on regarde pour les Grecs que voulait dire le mot sagesse, en fait, c'est synonyme de connaissance et de savoir. Là, c'est très intéressant parce que ça voudrait dire que la philosophie, en fait, c'est l'art de la connaissance, tout simplement. C'est l'amour de la connaissance. Apprendre les choses des vérités nécessaires, des vérités sur soi-même et des vérités de l'environnement et de la nature. Et évidemment, les vérités sur Dieu, c'est les réflexions sur la divinité, qui sont toutes des segments de la connaissance. De nos jours, sagesse et savoir sont vus comme totalement distincts. On pourrait dire que c'est peut-être aussi à cause de notre façon de réfléchir à la science et la philosophie, où maintenant on est capable de les opposer. Même un scientifique va dire à quelqu'un qui a une hypothèse qui ne va pas respecter le critère de réfutabilité, on va reparler de Popper, va dire automatiquement qu'on est dans la métaphysique. Ça va être péjoratif pour un scientifique de dire ta théorie est métaphysique. Pourtant, avant, tout scientifique se devait d'avoir une métaphysique. La métaphysique vue comme étant le fondement de la pensée. Les fondements principaux comme les colonnes un peu. C'est que pourquoi on va parler de science au laboratoire de métaphysique? Ben c'est tout simplement, les sciences ne sont qu'une branche de la métaphysique ou de la philosophie. La science, dans le fond, c'est la discipline qui explore les vérités de fait, les vérités empiriques, les vérités d'expérience, les vérités d'existence. Dans mon volet qui est sur la métaphysique, je vais m'intéresser aux vérités d'essence, aux principes premiers de la logique, de l'existence et de la connaissance. Maintenant, la doctrine-ignorance. Le premier principe de la philosophie ou de la métaphysique, j'ai eu beaucoup de misère à me situer, ça serait quoi? Mais j'en suis venu à la conclusion que c'était la doctrine-ignorance. Ça veut dire, je ne sais qu'une chose, comme dirait Socrate, ben comme dit mot pour mot Socrate, c'est que je ne sais rien. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Donc, je sais que je suis un ignorant et c'est assurément une vérité absolue. C'est je sais au moins une chose. Oui, je sais au moins une chose. Hein. C'est la doctrine-ignorance. Donc, la question socratique première qui amène à un cheminement philosophique qui, à mon avis, est infini, parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs débats de la philosophie grecque ou ancienne qui est passé date. Hein?
On ne veut pas reparler de toutes sortes de sujets dont les anciens ont parlé, mais il y a des sujets comme ceux que Socrate a mis sur la table qui vont toujours rester pertinents, qu'on va dire les 4 grandes questions de la connaissance socratique. C'est-à-dire, ce que je sais que je sais. Ce que je sais que je sais, c'est ma croyance en mon propre savoir. Je sais où j'habite. Je sais que je m'appelle Gabriel. Je sais que je suis au laboratoire de métaphysique à douteux.tv. C'est tous les savoirs que je sais. Mais en même temps, et si on les remet jamais en question, c'est les savoirs qu'on sait hors du doute, les savoirs non douteux. Ensuite, il y a ce que je sais que je ne sais pas. Et là, tout est la valeur du savant, du chercheur de vérité, du philosophe, qui est la docte-ignorance. Le principe d'ignorance, ce n'est pas d'apprendre nécessairement, mais c'est d'apprendre à connaître ce qu'on ne sait pas. Donc, savoir le cheminement qu'on a à faire. Plus on a de connaissances, plus grand on étend le chemin de notre ignorance. C'est le principe de la connaissance, c'est évidemment aussi de comprendre notre ignorance. Ensuite, il y a ce que je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas qui est le principe d'ignorance, qui est le principe de curiosité. Et ensuite, le problème, c'est ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Pardon, c'est pas celle-là. C'est ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Ça, c'est vraiment l'ignorance crasse, au sens que je m'en fous, je le sais pas, mais je pense que je le sais parce que je me fie à mes préjugés. Je me fie à ça doit être ça parce que tout se ressemble, puis ça doit être ça. Je pense que cette personne-là veut dire ça. Souvent, dans notre tête, on fait des raccourcis par principe de simplicité ou pour aller plus vite. Donc, à l'adolescence, on se dit à peu près tout ça. Là. C'est ça. On sait tout, on n'a rien à apprendre. Oui, c'est ça. C'est un peu le principe de stagnation que le philosophe devrait toujours faire attention de ne pas être dans l'ignorance crasse. Parce que c'est pas du tout disons que si on promouvoit le principe d'ignorance, on promouvoit certainement pas l'ignorance parce que la liberté dans l'ignorance, ça n'a comme aucun sens. La liberté, c'est nécessairement la connaissance. Et évidemment, le dernier qui a tout fondé la philosophie de Platon, qui est un des plus beaux questions socratiques, c'est « Qu'est-ce que je ne sais pas que je sais? » Et ça sous-entend qu'en fait, en toute personne, il y a toutes les vérités. C'est-à-dire que pour apprendre la philosophie à quelqu'un, il ne faut pas que tu lui apprennes des concepts tout préétablis, il faut que tu lui apprennes à penser par lui-même, au sens qu'il devra lui-même se poser les questions qui sont déjà en lui. Souvent, apprendre quelque chose, c'est juste préciser quelque chose qu'on savait déjà, puis juste mettre le doigt dessus. C'est un peu le « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Je vais revenir beaucoup plus profondément là-dessus, sur les questions de la priorité de la connaissance. Ensuite, je ne sais pas, mais je voudrais savoir. Ça, c'est un peu le cri socratique, le cri que toute personne qui aime la philosophie devrait faire. Connaître, c'est donc apprendre à douter. Ensuite, le premier principe d'existence qu'on a eu, c'était évidemment le principe d'ignorance. La première chose qu'on doit connaître dans le principe d'ignorance, la première chose qu'on doit comprendre dans le principe qu'on doit comprendre comme vérité métaphysique, c'est le principe d'ignorance, comme j'ai dit. Une des seules choses que je sois certain, c'est que je ne sais rien. L'autre principe que Descartes a amené comme une sorte de révolution dans la philosophie, c'est il y a un autre principe qu'on est sûr, c'est le cognito. Donc, on a beau douter de tout, je doute que l'existence existe, tu ne peux pas douter que tu es en train de douter. Donc, c'est pourquoi je pense donc je suis, c'est parce que la méthode du doute amène au moins un principe d'existence. Ensuite, juste passer un petit vidéo où je vais plutôt parler justement là, des principes de la conscience. Parce que la philosophie, c'est aussi l'étude des mécanismes de la conscience comme, en fond, qu'est-ce qui nous permet de créer de la connaissance. C'est que la conscience est la première vérité d'essence et d'existence. L'activité principale de la conscience, c'est de créer des concepts. À ce titre, toute pensée humaine est toujours une vaste opération de symbolisation. Donc, la manière avant d'être chose en soi, la matière avant qu'elle soit là, pour ça que je ne peux pas dire que je suis un matérialiste, c'est qu'elle est avant tout une conceptualisation de la conscience. C'est la conscience qui reçoit les signaux du cerveau électrochimique et qui crée un concept, qui crée un symbole. La matière, c'est l'aperçu balisé selon des principes déjà inscrits dans l'univers. C'est-à-dire, la conscience, depuis le fœtus jusqu'à la mort, elle obéit à 2 grands principes métaphysiques fondamentaux, qui sont le principe d'identité et le principe de raison suffisante. Tout principe est une raison. A égale A.
nécessairement. Une chose, c'est la chose. Une chose est ce qu'elle est. Personne ne va s'ostiner là-dessus. Une chose est ce qu'elle est, c'est mieux que A est A, par exemple. Pourquoi? Parce que ça montre quelle est la région gouvernée par le principe d'identité. Si le principe d'identité peut s'exprimer sous la forme « une chose est ce qu'elle est », c'est que l'identité consiste à manifester l'identité propre de la chose, de ce qu'elle est. Cette identité régit le rapport de la chose à ce qu'est la chose, à savoir ce que la chose est identique à la chose, et la chose est identique à ce qu'elle est. Je peux dire qu'est-ce que est la chose. C'est vrai. Oui, évidemment, on peut débattre sur pourquoi A égale A, mais c'est ça. Il y a déjà des livres entiers qui ont été écrits sur le principe d'identité, mais le principe d'identité est un principe stérile, au sens que, oui, je me dis une vérité absolue quand je me dis 1 et 1, mais est-ce que je suis en train de réfléchir à quelque chose? Donc, je dirais que le principe d'identité, c'est le principe maître de tous les principes d'essence. C'est-à-dire les règles d'essence où qui revient que l'impossible, en fait, c'est le contradictoire. Ce qui est possible, c'est ce qui ne se contredit pas. Le possible, c'est l'identique. Eh bien, le principe d'identité, c'est le principe numéro 1 aussi de la vérité, évidemment. C'est le ratio des essences, ou comme disaient les latins ou les grecs philosophes, c'est le ratio essendi. Ça veut dire, toute proposition analytique est vraie. Si je dis qu'une chose est inclue dans le sujet, nécessairement, ça se rapporte à la chose, donc c'est un principe de vérité. Mais ce que Leibniz a amené comme cri fondamental en métaphysique, qui a bouleversé un peu la science, c'est de se dire que si A est égal à A égale A aussi. Donc, si le principe d'identité est vrai, le principe de réciprocité est vrai. Donc, si je peux distinguer la chose en tant qu'une chose en elle-même, c'est parce qu'il y a une multitude de choses dont elle se distingue. Donc, en faisant la réciprocité du principe analytique, on arrive au principe de raison suffisante. La chose existe parce que la chose n'est pas ce que la chose n'est pas. La chose a une raison en elle-même. Comme je disais aussi, le principe analytique, c'est lui qui fonde tous les mécanismes de notre conscience, au sens que notre conscience utilise soit la méthode de l'intuition, soit la méthode de l'inclusion ou de la contradiction. C'est-à-dire, si on est dans l'inclusion, c'est parce qu'on est dans le principe d'identité, parce qu'on a analysé que 1 plus 1 égale 2, c'est la même chose, le 1 puis le 2. C'est parce qu'on l'a inclus dans un ensemble qui est une identité. Ensuite, tout ce qui est une réciprocité, si je dis un triangle a 3 angles, bien nécessairement, dans le triangle, il y a le mot 3 angles, il y a 3 angles, donc il y a 3 côtés. La réciprocité est toujours une proposition de vérité analytique. Et évidemment, la proposition de la contradiction. C'est-à-dire, si je dis deux choses, puis qu'il y en a une seule qui est vraie, puis qui sont contradictoires, nécessairement une seule est vraie. Une vérité ne pourrait pas être en même temps son contraire. Donc, la vérité logique, c'est justement ça. On ne peut affirmer vrai et fausse la même chose. Maintenant, justement, pour approfondir le second principe, qui est le principe de raison suffisante, qui nous renvoie au domaine des existences, c'est le ratio qui correspond au principe essendi, c'est-à-dire la raison d'exister. C'est le pourquoi ceci, pourquoi que cela, c'est-à-dire rien n'est sans raison. À chaque fois qu'on crée un concept, on sait qu'il se distingue, puis on est capable de trouver pourquoi il existe, puis pourquoi on l'a nommé lui, une chose, par rapport à une diversité. C'est le rapport à toute la réalité, donc c'est aussi le premier principe de toute la science. La science est toujours la recherche de la raison suffisante d'un phénomène d'existence. Donc le principe de raison suffisante, c'est le principe premier métaphysique qui a rapport à l'existence. Il ne peut pas avoir d'existence sans raison suffisante. C'est le ratio extendi. Aussi, petit paradoxe que je pourrais mettre à ça, qui a bloqué longtemps la science, c'était la réflexion d'Aristote face au principe d'existence, qui l'a amené à concevoir le principe de raison finale. Donc, au lieu de passer par le principe de causalité, c'est-à-dire que A fait une chose, ça mène à B, B fait une chose, ça mène à C, bien, la chose a eu un problème avec ça. C'était pas la causalité. Aristote n'a pas passé de la causalité. Il a pensé que ce qui expliquait les choses était la raison finale. Donc, s'il pleut, c'est pas à cause qu'il y a eu de l'évaporation peu de condensation. S'il pleut, c'est parce que les plantes ont soif. C'est parce qu'on doit boire de l'eau. Donc, il analysait les choses par la raison finale, ce qui était un handicap énorme à la science, où il a fallu attendre les travaux de Newton, de Leibniz, de Galilée, pour se sortir de ce cercle vicieux-là de la pensée rationnelle. Gabriel, est-ce que tu as presque terminé? Parce qu'on veut faire le tour de toutes les invités. Oui, bien en fait, il y aurait beaucoup de choses. J'ai juste mal planifié mon affaire pour le temps, là. Donc, je reviendrai en fait sur le principe de raison suffisante plus en détail, parce que, disons, ma prochaine chronique, je vais parler des principes d'existence, comment dans le fond on peut être sûr de la réalité même.
Donc, je vais parler de réalité virtuelle, de la théorie de l'allégorie de la caverne, parler un peu aussi de la réalité virtuelle, le concept qu'on vivrait dans une matrice, tout ça. Puis donner une pensée rationnelle face à la théorie de l'existence. Ah ben c'est bon pour ma chronique. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler avec François Pitre d'un sujet chaud. C'est les métaux rares qui suscitent la controverse un peu partout dans le monde à cause de ce que tu vas nous expliquer. Eh bien, aujourd'hui, bonjour tout le monde. Je vais vous parler du coltan, qui fait partie de ces métaux stratégiques. Le coltan, en premier, c'est l'abréviation de 2 noms de minerais. Col pour colombite et tan pour tantalite. La colombite et la tantalite, c'est les principaux minerais qui viennent du niobium et du tantal. C'est un petit peu compliqué au début. Ça, c'est utilisé dans les cellulaires, c'est ça? Oui, en grande partie, c'est utilisé dans les cellulaires puis dans l'alliage aussi aéronautique. OK. Donc, je vais revenir un peu plus loin là-dessus. Le coltan se retrouve en grande partie en Afrique centrale, en République démocratique du Congo, qui possède entre 60 et 80 du minerai dans la région du Kivu. Et puis, le reste de le 20 ou si on veut le 25 se retrouve entre l'Australie, le Canada, la Chine, le Brésil et l'Espagne. Donc, on peut réaliser qu'il n'y a pas beaucoup, à part dans la République démocratique du Congo, il n'y a pas beaucoup de coltan qui est dans le monde. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles il y a un conflit au Congo qui dure depuis plusieurs années. Un conflit assez atroce quand on pense qu'il y a 5 millions de morts, ce qui en fait un des plus gros conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis tout ça se passe à cause que le coltan est nécessaire à peu près tout ce qui est technologique, spécialement les cellulaires. C'est très bon aussi. C'est utilisé pour la fabrication de composants tels les compensateurs pour les équipements. Puis ça rentre également dans la composition d'alliage avec le nickel, puis le cobalt pour l'aéronautique. Donc, si on n'a pas de coltan, pas d'aéronautique, pas de cellulaire, Fait que tous les pas de pays condensateur. industrialisés en ont besoin. Donc, tous les pays industrialisés en ont extrêmement besoin et ils font des pieds et des mains pour l'obtenir. Et puis, ça mène à un conflit au Congo qui est asymétrique avec plusieurs pays qu'on ne va pas parler aujourd'hui. Oui, mais c'est aussi asymétrique parce que tu as des compagnies qui se battent avec des armées indépendantes, tu as des pays limitrophes qui veulent avoir leur part du gâteau et tu as des superpuissances qui jouent là-dedans. Donc, c'est un joyeux bordel. Et puis, ça a causé 5 millions de morts, comme j'ai dit. Et puis, c'est un des conflits les plus atroces. C'est grave. Et qui date aussi d'une longue histoire. Si on pense que le Congo, la Belgique aussi a eu son lot de massacres à faire là-bas. Donc, à la base, je pense que c'est juste pour donner une idée de qu'est-ce que le coltan, à quoi ça sert. Et dans une prochaine chronique, On va approfondir plus ce sujet. approfondir plus les conflits que ça mène et puis qu'est-ce que ça apporte aussi comme responsabilisation en tant que citoyen. Quand on utilise un téléphone cellulaire, des fois, c'est bien le fun de jouer à Bejeweled, mais quand on sait qu'il y a des millions de morts derrière ça, des fois, on se dit il faudrait que le téléphone, je pourrais soit pas le changer à tous les années, donc garder un peu plus longtemps. Vous avez des questions? Ouais, si tu vas approfondir, tu m'avais dit que tu voulais peut-être parler de la Belgique en particulier. Oui, je voudrais revenir dans un autre, parce que c'est quand même un sujet qui est... Il faut faire attention à avoir les bons faits, puis tout ça. Bien, en fait, c'est surtout parce que c'est une longue histoire d'horreur, l'histoire du Congo. Le coltan, c'est le dernier de la liste des minerais qui leur a causé tant de misère. Mais bon, c'est en ce moment un minerai extrêmement important. Et puis, c'est ce qui va se jouer dans les prochaines années, probablement aussi, pour qui va gagner la course à la technologie. OK. Ben, je te remercie beaucoup. Maintenant, on va passer à notre prochain chroniqueur, Christian Ragy, qui va nous parler, lui, tout au long des 18 prochaines émissions, de science. Alors, aujourd'hui, il va nous parler de fils électriques, les champs magnétiques et des moteurs. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être à l'émission. Aujourd'hui, je vais vous parler d'électromagnétisme. Je vais faire une couple de petites expériences en live pour vous. C'est juste qu'il va falloir que je me place devant le stand pour vous le montrer. Donc, je vais sortir mon tableau et je vais me placer devant. Je sais pas si tu peux. On se met d'approcher la caméra ou... C'est ça. Oh yeah! OK. Bon, Parce que l'angle de la caméra, je pense qu'on voit mal. Là. OK. Bon, on va s'ajuster avec le temps pour ce qui est de la présentation, de la forme qu'on est pour les expériences. Là, on avait un petit peu sous-estimé l'espace. Mais bon, je vais vous montrer ici, j'ai un montage qui a 2 fils
on voit qu'il y a un fil rouge et un fil noir. Puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire passer à travers le fil, ici, de l'électricité. Et ça va générer un champ. Puis, étant donné qu'il y a deux fils, mais il va y avoir deux champs qui vont être faits se générer dans chacun des fils. Et puis, les fils devraient se rapprocher lorsqu'on met la tension. Oui, la tension, elle provient de où? Elle provient d'un générateur que j'ai placé ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Okay? Avec un générateur comme ça, on peut ajuster la tension du générateur, c'est-à-dire le voltage à laquelle on va mettre sur le montage. Moi, j'ai décidé de mettre 15 volts. Je vais mettre 15 volts. Moi, je veux 50 000. À 50 000, il ne se rend pas jusque-là. OK? Je vais prendre le micro. OK? Bon. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, quand je vais appliquer la tension sur le fil, on va voir les deux fils se rapprocher. Donc, j'y vais. Tu me passes. Vous ne voyez pas, hein? Je sais pas si tu peux te rapprocher pour voir, hein, parce que c'est linéaire. Moi, je vais le voir, ça. OK, bien, regardez, on ne va pas s'attarder sur le problème de voir, c'est qu'on va voir, quand on fait l'expérience, l'électricité circule, puis les deux fils se rapprochent. À la caméra, ça semble difficile à voir. Je vais utiliser mon tableau pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je vais enlever ça. Et enlever ça. On va essayer de vous l'expliquer sur le tableau, ça va être un petit peu plus simple. Donc, quand on a par exemple un fil, comme ça, OK? L'électricité, c'est qu'on applique une certaine charge. Fait que les électrons vont se déplacer à travers le fil, et ça va générer un champ autour du fil. Comme ça. Merci, Christian. OK? Donc, puis il peut y avoir d'autres champs qui sont plus éloignés, qui sont sous cette forme-là. Comme ça et comme ça. OK? Vous allez me dire, oui, mais dans quel sens ça circule? Pour savoir dans quel sens sont ces champs-là, on utilise la règle de la main droite. C'est-à-dire qu'on place le pouce dans le sens du déplacement des électrons, puis le champ se trouve dans le sens de la paume de la main, de même. Donc, le champ ici circulerait d'en arrière vers l'avant comme ça. OK? Puis lorsqu'on met un autre fil, par exemple, si je le dessine bleu à côté, c'est la même chose qui va se produire. Il va y avoir des champs qui vont se créer de l'autre sens, comme ça. Désolé, comme ça. Et les champs qui sont opposés comme ça vont faire qu'ils vont se rapprocher ou s'éloigner dépendamment du sens du courant. Là, vous allez me dire, c'est quoi ça, le sens du courant? Le sens du courant, la convention, c'est que ça part du positif vers le négatif. Et les électrons se déplaceraient du positif vers le négatif. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une convention qui a été faite lorsque on a défini l'électricité, puis qu'on a vu qu'il y avait des charges qui se déplaçaient dans le fil. Puis ces charges-là, au départ, ils pensaient qu'elles étaient positives. Et là, ils ont défini que le sens s'en allait du positif vers le négatif. Mais en réalité, les électrons se déplacent du négatif vers le positif. Mais on utilise toujours cette convention qui est restée avec le temps, parce que c'est très pratique de l'utiliser. Donc maintenant, on a défini que les électrons se déplacent du positif vers le négatif. Donc ici, ça serait le positif sur mon tableau, puis ici, c'est le négatif. OK? Donc, ça m'apporte à faire la petite expérience qui était difficile à vous présenter à l'écran, mais j'en ai un autre à vous présenter que je vais vous présenter juste ici. Fait que tu peux tasser le tableau temporairement. Mettre ça ici.
tu fasses ce que tu... Ah oui, s'il te plaît. OK. Tout le monde voit bien? OK. Donc ici, on a un cerceau où est-ce qu'il y a beaucoup de spires qu'on appelle, c'est-à-dire des tours de fil de... Ces tours de fil qui sont de cuivre produisent un champ, puis ce champ-là va le faire tourner. Là, je ne rentre pas encore en détail. Je vais le connecter sur mon générateur. Comme ça. Et ici, on va gagner de l'espace. Comme ça. Faut pas que je prenne le choc, mais c'est impossible. C'est impossible que j'ai un choc parce que j'ai mis ici un interrupteur qui permet de couper le courant en continu. Le seul moment où est-ce que l'électricité circule dans mon circuit, c'est quand je pèse sur le bouton ici. Fait que l'électricité passe dans le fil rouge, passe à travers les boucles, revient par le fil noir, passe par l'interrupteur et retourne au générateur. Ici, pour cette expérience, je baisse un peu la tension parce que c'est un petit peu trop élevé. Je vais faire autour de 6 volts. OK? Donc, ici, si je fais tourner, il tourne parce qu'il est sur le support ici en métal. Puis c'est ce petit support de chaque côté qui permet de faire la connexion électrique du petit cerceau qui va tourner. Donc, si je donne un coup, il tourne comme ça. Si j'applique de l'électricité sur le cerceau, on voit qu'il se met à tourner. Mais là, vous allez me dire, comment ça que ça tourne? Parce que même s'il y a un champ magnétique qui passe à l'intérieur du fil, ben ça le permettrait juste de créer un champ puis il tournerait pas. Pourquoi il tourne? Donc, je vais prendre encore mon tableau. Christian, si tu peux m'aider, juste pour le mettre ici. Je sais qu'on n'a pas gros d'espace, mais j'essaie de le placer là. OK? Donc, ici, on a notre petit cerceau, qui est une boucle comme ça, et puis, il ressort comme ça. OK? Et puis là, on sait que dans notre fil, si on utilise la règle de la main droite, ici, on a notre positif, par exemple, de ce côté-là, et notre négatif de ce côté-là. Donc, les électrons devraient se déplacer. Bien, on peut dire que les charges, selon la convention, peuvent se déplacer dans ce sens-là. Et finir par ressortir par le négatif comme ça. Et ça, qu'est-ce que ça a comme implication? C'est que ça crée un champ magnétique autour du cerceau. On utilise encore la règle de la main droite. Je dirige mon pouce vers le sens du courant et il devrait sortir, rentrer à l'intérieur du cerceau. Je le dessine comme ça. Même chose ici. Il devrait faire la même chose comme ça. Et aussi, de l'autre côté, si on fait le pouce dans le même sens que le courant, ça devrait donner quelque chose. C'est pas parfait, mais vous devriez... OK? Donc, le courant, je me suis trompé. Il y aurait quelqu'un qui m'aurait peut-être pu me le dire. Comme ça. OK? Donc, les champs rentrent tous dans le cerceau comme ça. Et on peut dire qu'il y a un dipôle magnétique qui se crée au centre du cerceau, par exemple, un peu partout, qui sortirait du tableau comme ça. OK? Donc, un dipôle permanent qui sort comme un aimant qui sortirait comme ça. Là, maintenant, ça l'explique pourquoi ça crée un champ, mais pourquoi ça tourne. Fait que si on revient à mon montage, regardez ici mon montage, j'ai caché, laisse-le là, Christian, je vais en avoir encore de besoin. J'ai caché ici un aimant en dessous de mon montage. C'est-à-dire que cet aimant-là crée un champ qui est perpendiculaire à l'aimant de cette forme-là. Si je reviens sur mon tableau, on a notre aimant. Mettons que je le dessine un petit peu cylindrique. Le champ ferait quelque chose comme ça. OK?
Et les lignes de champ majoritaires sont toutes au bout de l'aimant dans ce sens-là. OK? Donc, si je reviens à mon montage, ici, il y aurait des lignes de champ qui sont sensiblement parallèles qui sortiraient ici. Pour simplifier l'explication, je vais juste dire que lorsque on a, par exemple, une boussole qui serait comme ça, par exemple, puis qui se place dans un champ qui est comme ça, la boussole va s'orienter en fonction du champ. Bien, c'est un peu la même chose qui se passe avec notre cerceau ici. C'est-à-dire que le champ qui était ici, qui était perpendiculaire au cerceau, va finir par s'orienter parallèle au champ de l'aimant qui était en dessous. Et ça va permettre de faire tourner la bobine intérieure du moteur. Là, vous allez me dire, oui, mais quand il fait un demi-tour, après ça, quand il est rendu, le champ est rendu parallèle, il devrait s'arrêter. Mais j'ai fait un petit truc sur mon moteur ici pour permettre que vous puissiez voir le phénomène. C'est-à-dire que sur le fil qu'il y a ici, il y a un petit enduit qui a été mis pour pas que l'électricité puisse circuler d'un fil à l'autre. Parce qu'on veut vraiment qu'il traverse l'ensemble des spires de la bobine. Et aux extrémités ici de ma bobine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégainé, j'ai enlevé ce petit enduit-là pour la moitié de la surface. Ce que ça fait, c'est que pendant un demi-tour, le champ est présent, mais pendant l'autre demi-tour, il n'y a pas de champ. Ce qui fait que quand il est comme ça, il va s'orienter vis-à-vis l'aimant, mais quand il est rendu vis-à-vis, bien, il n'y a plus d'électricité qui passe dessus, fait que ça ne le ralentit pas. Il finit par faire son deuxième tour, et puis là, l'électricité se retourne dans la bobine pour se continuer à tourner. Donc, il va continuellement tourner. Ça, c'est le principe d'un moteur. C'est un moteur qu'on peut dire un principe qui est sensiblement complexe, mais simple en même temps, parce que je l'ai simplifié ici pour essayer de vous l'expliquer. Quand on regarde un moteur, là, c'est ça, il va falloir que je m'améliore pour les... Vous voyez, un moteur, c'est un moteur que j'ai défait. Puis ici, ça, c'est le capuchon qui allait sur le dessus. Vous voyez ici, il y a des petites brosses sur le bout de ça. Ça, c'est où est-ce que l'électricité est appliquée. Vous voyez, il y a deux fils au bout. OK? Donc, quand il est connecté ici, les deux petites brosses touchent à la pôle de métal qu'il y a ici. Et cette pôle-là amène l'électricité dans les bobines. Puis ces bobines-là réagissent de la même façon que ce que je vous ai expliqué, seulement ce moteur-là est optimisé pour permettre de tourner de façon plus efficace. Si on sort ici, vous voyez les bobines de... Là, je ne sais pas si tu es dessus. OK. Donc... OK, c'est difficile. Ouais, c'est bon. OK. C'est très difficile à filmer comme ça, c'est très petit. La prochaine fois, je vais essayer d'avoir des modèles plus gros. Donc ça, c'est à l'intérieur le rotor qui permet de faire tourner les bobines. Puis à l'intérieur de ça, il y a deux aimants de demi-cercle qui sont placés ici pour avoir un champ qui permet justement de faire tourner, comme dans l'expérience que j'ai fait tout à l'heure. Là, je vois que j'ai pas tellement de temps fait que je vais juste vous faire une autre démonstration. Je pense que je vais dépasser dans le temps. Donc, ici, ça aussi, c'était pour vous montrer qu'il y a un autre type de moteur qui s'appelle un moteur homopolaire. Les moteurs homopolaires, c'est-à-dire que les champs sont statiques. Et puis, tu parlerais de ça, s'il te plaît? Ça aussi. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends une batterie comme ça, et puis je place un aimant sur le bout de ma batterie. Ça, c'est un aimant qui est en néodyme. Cet aimant-là est placé ici pour que le champ circule dans le sens de la batterie. Et puis, je place ma batterie sur le comptoir. Je ne sais pas si tu peux... Merci. Et j'ai un cadre ici qui va me permettre... OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'électricité circule à travers les spires que j'ai fabriquées.
Et puis, il génère un champ qui est perpendiculaire au cadre. Donc, je vais l'enlever pour vous l'expliquer. C'est-à-dire, quand l'électricité circule dans cette spire-là, le champ il est généré selon la main droite, par exemple, comme ça, va être autour comme ça. Le dipôle va sortir comme ça et il va essayer de s'orienter en fonction du champ qu'il y a en dessous de l'aimant et il va continuellement essayer de se repositionner comme ça. C'est la force de Laplace qu'on observe à ce moment-là. Ça s'appelle la force de Laplace. C'est sûr que là, il y en a plusieurs modèles. Je ne sais pas si vous les avez vus à l'écran. Vous pouvez aller sur YouTube et en voir des plein de modèles de moteurs homopolaires. Un autre type de moteur qui existe, c'est ici. J'ai fabriqué avec une espèce de morceau de plastique qui permet de prendre des composantes d'électronique. Les composantes sont rangées là-dedans, normalement. Puis j'ai collé un papier métallique de chaque côté pour faire comme une raille de train. OK? Les parties ici sont métalliques et permettent de conduire à travers le parti dans le fond, par le tape métallique. Excusez. Donc, et dessus, je vais poser 2 aimants néodyme. Là, ça, c'est un aimant néodyme que j'en ai 2 comme ça. Puis entre ces 2 aimants-là, je vais placer une petite bille, une bille de métal qui, elle, n'est pas aimantée. Et puis, je vais la placer sur la raille comme ça. OK. Et puis là, l'électricité, quand que je vais l'appliquer, va passer à travers la bille de métal que j'ai mis au centre, mais va subir le courant électrique. Donc, c'est-à-dire, il va passer d'une raille jusqu'à l'autre et va produire un champ. Et ce champ-là va, comme j'ai montré avec le moteur homopolaire, va se mettre à tourner sur lui-même. Ça s'appelle un moteur linéaire. Là, il faut que je mette l'électricité dessus ma raille. Donc, je le connecte comme ça. Oups. Désolé, c'est pas toujours évident. Ouais, je vais le replacer, je vais mettre l'électricité. Hein. C'est parce qu'avec mon micro, c'est vraiment pas pratique. OK? Donc ici, je vais placer mon générateur à une tension de 3 volts. Parce que j'ai vérifié avant c'était quoi la meilleure tension. Si la tension est trop élevée, qu'est-ce qui arrive? C'est que la bille et les aimants sortent du rail et ne peuvent pas continuer sa course. Ici, lorsque je vais peser sur... Là, ici, il faut que ça soit... Ça, c'est une démonstration qui est vraiment difficile normalement à préparer parce que il faut que la conduction se fasse très bien. Oh, on voit ici, vous voyez, il se déplace. Ah, il est sorti de la rail. Donc, là, je sais que j'ai plus de temps. Donc, j'espère... OK. Ah, c'est bon. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous a plu. L'objectif premier, c'était pas de rentrer en détail dans la démonstration. C'est juste pour vous donner une idée comment les moteurs fonctionnent. C'est sûr que c'est un sujet qu'on pourrait parler pendant très longtemps, mais c'est quelque chose que les gens trouvent mystique très souvent, mais c'est quelque chose de science qui s'appelle l'électromagnétisme. Donc, ça me fait plaisir de vous repasser notre cher ami Christian. Bravo, Christian, c'était très intéressant. Ben, merci à tous mes chroniqueurs, là, François et Gabriel. Merci. Alors, la prochaine, dans 2 semaines, Christian va nous parler du tableau périodique. Puis Gabriel, il va nous parler, lui, de la vérité, de la réalité virtuelle. Puis, c'est pas mal ça. François, tu vas peut-être revenir avec nous pour nous parler plus en profondeur. Oui, je continue mon truc sur le coltan et puis sur le conflit au Congo. Excellent. Ben, c'était Christian Charbonneau qui vous invite à une autre émission du Laboratoire de métaphysique. Vous pouvez aller voir notre site web www.laboratoiredemétaphysique.ca. Merci. Merci.
oublié ce que t'as vu à l'usine. Ils forcent les gars à voler des pièces détachées et ensuite ils doivent les revendre à des spécialistes. Ils sont certainement en contact avec des revendeurs en ville. D'abord, il faut régler ce problème. Vous avez sonné, patron? Il se nomme Morten. Si c'est la guerre que vous cherchez, on vous la fera. Vous êtes en infraction. Je ne tolérerai pas qu'on touche à mon gâteau sans rien faire, tu entends? Bon, on y va. Quand tu veux. Tu crois qu'on trouve ce genre de voiture n'importe où en moins d'une heure? Personne ne m'a parlé de vous. C'est un cas de force majeure. Ça va être dangereux, restez là, Rudy. Mais il va nous tuer! C'est un vrai char d'assaut entièrement fait à la maison. Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque. Tu nous as donné du mal, Rudy. Tu es très occupé, dis donc.